Bonsoir à tous. Equinoxois, il y a de cela quelques jours, des docteurs PhD en formation, pour certains, au chômage, il faut le dire, manifestaient leur colère devant l'immeuble ministériel qui abrite les services du ministre de l'enseignement supérieur. La manifestation avait pour seul objet leur recrutement dans les universités d'État du Cameroun. Une semaine, jour pour jour, après avoir prêté serment, Paul Biya vient d'ordonner le recrutement de façon spéciale de 2000 enseignants titulaires du doctorat PhD dans les universités d'État du Cameroun. Un recrutement ouvert aux diplômés résidant au Cameroun comme à ceux de la diaspora. Enseignement supérieur, Paul Biya recrute 2000 docteurs PhD. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Enseignement supérieur, Paul Biya recrute 2000 docteurs PhD. Pour en parler, je suis avec, pour la première fois, une dame pour faire touche des charmes sur ce plateau. Clarence Yongo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Le plaisir est le mien. Vous avez fini la campagne avec Serge Espoir Matomba, ça a été dur, hein? Je ne vais pas le dire comme ça a été une belle expérience parce que c'était pas la première fois que je travaillais dans le cadre d'une campagne, peut-être la première fois dans le cadre d'une campagne présidentielle, oui, mais j'ai déjà travaillé dans le cadre de plusieurs autres campagnes. Oui. Et j'ai souvent accompagné les hommes politiques sur la qualité de leur image et de leur réputation, et donc c'était peut-être la première expérience présidentielle, mais c'était pas la première expérience d'accompagnement d'image d'un politique. D'un politique. Voilà, merci. Bienvenue sur le plateau. Merci. Sur ce plateau également, Jonathan Batengene. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, vous êtes sociologue. Effectivement. Enseignant forcément de sociologie à l'université de Douala. Effectivement, au département de sociologie. Ce sujet-ci vous concerne? Ça me concerne autant que tous ceux qui sont au département ou bien dans d'autres départements et qui aspirent à devenir des enseignants de supérieur. Ok. Georges Semé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Autou. Bonsoir à tous les copanélistes et bien évidemment aux téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Vous êtes journaliste. Tout à fait. Voilà. Sur ce plateau également, Maître Georges Teguer. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, toujours aussi nombreux. Bonsoir mes copanélistes, et nous souhaitons que l'émission se déroule dans des conditions plus joviales et plus acceptables. Je commence avec vous, Maître Georges Tegem. J'ai dit une semaine, jour pour jour. Le président instruit, à travers, on l'a appris hier à travers le communiqué du secrétaire général de la présidente de la République, instruit le recrutement de 2000 enseignants titulaires doctorats. Comment vous avez apprécié ça? Après ce qu'on a vu à l'immeuble qui abrite le service du ministre Famendongo. Écoutez, pour moi c'est une bonne nouvelle. Et les bonnes nouvelles comme celle-là, lorsqu'elles arrivent, elles sont toujours bienvenues. En ce moment, le Cameroun souffre, avec sa jeunesse, souffre d'un problème relatif au non-emploi. Ou alors au chômage. Et si le président de la République pense aux jeunes, nous pensons que ça s'inscrit dans la logique de son discours programme d'ici novembre dernier. Et nous souhaitons que ces jeunes soient à la hauteur de la tâche qui les attend. Parce que voyez-vous, l'essentiel, c'est pas de les recruter, c'est aussi de leur part un esprit patriotique. La République servit l'État. Le service de l'État, c'est ce que j'attends, le service public. Enfin, c'est ce que nous attendons tous, les Camerounais, nous sommes en droit de l'attendre. D'eux, qu'ils soient à la hauteur des espérances placées en eux. Voilà ce que je vais dire pour l'instant. Pour le reste, je ne vais pas faire de commentaires plus longs. Voilà, Clarence Yogo, recrutement spécial ouvert aux diplômés résidents au Cameroun, comme ceux de la diaspora. Vraiment, ce terme. Parce que ce n'est pas le premier recrutement. 1500 diplômés, l'enseignement supérieur au milieu des années 80. Vous connaissez des grands noms qui sont passés par là. Oui. 25 000 en 2011. 2018,
2000 diplômés résidant au Cameroun, on a précisé, et ceux de la diaspora. Alors, cette expression, vous savez dire quoi? On est encore dans cet esprit d'apaisement qu'on a évoqué il y a quelques jours. Oui. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les tensions liées à la présidentielle, mais également avec toutes les grondes qu'il y a eu avant. Vous savez qu'il y a un vent de conflit, disons-le comme ça, qui souffle en ce moment sur les réseaux sociaux, et l'image que ça laisse paraître n'est pas très gaie sur le plan international. Maintenant, vous savez également que on a évoqué le long de l'année dernière, lors de la campagne présidentielle, le PURS notamment, tous ces diplômés qui sont à l'étranger. On a plusieurs qui sont aujourd'hui diplômés, mais qui n'ont pas la possibilité de revenir parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Donc il est question justement de tendre cette main à la diaspora qui pourrait éventuellement faire valoir son savoir-faire acquis à l'étranger au Cameroun. Donc maintenant, cette main tendue à l'étranger, quelles sont les conditions qui accompagnent cela? C'est la véritable question. Parce que quand on discute avec ces personnes-là, effectivement, qui sont diplômées, on vous parlait par exemple de je ne sais plus combien, quel est le chiffre exact, mais des personnes qui sont diplômées, qui sont doctorants ou qui ont même déjà ce doctorat. Jonathan, vous avez le chiffre. Ils sont combien à l'étranger? Les doctorants. On parle d'environ de docteurs. Environ une dizaine de mille. Voilà. Voilà, donc on parlait donc de ce chiffre-là qui est assez élevé, et donc ces personnes se posaient la question de savoir quel sera l'encadrement qui sera mis en place pour les accueillir, parce que effectivement, pour certains, ils travaillent à l'étranger, ne veulent pas revenir ici parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Pour d'autres, ils ont essayé de revenir, mais ont été confrontés à la réalité du terrain, qui n'est pas la même que celle qu'ils vivent ailleurs. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Si c'est des emplois, ça doit être des emplois décents, avec un accompagnement bien précis. Ok. Josemé, c'est un clin d'œil comme ça à la vie de la diaspora que le président fait? Écoutez, la population active... Comme Clarence a dit, le contexte, il fallait ce clin d'œil-là. D'abord, j'aimerais dire les choses. La population active du Cameroun n'est pas seulement composée des compétences nationales, elle s'étend également au-delà de nos frontières, parce que, comme vient de le relever ma consoeur, il y a plusieurs compétences de qualité qui malheureusement sont appelées à faire valoir leur savoir-faire au-delà des frontières. Josemé, vous permettez, j'ai dit que ce n'est pas le premier recrutement spécial. Effectivement, ce n'est pas le premier recrutement. Oui, au milieu des années 80, je ne sais plus la date exacte, c'était 1500, on a dit juste les diplômés de l'enseignement supérieur. 25 000 en 2011, mais pour cette fois-ci, on a ajouté expressément diaspora. Écoutez, peut-être les politiciens feront un lien avec la conjoncture politique actuelle de notre pays. Je serais parfaitement d'accord avec eux parce que, bien évidemment, il faut de plus en plus prendre en compte les desiderata, les besoins politiques exprimés par cette diaspora, que ce soit sur le plan de leurs droits civiques, mais également sur le plan professionnel. Et je crois que c'est la première réponse que le chef de l'État a apportée aux desiderata de la diaspora. Je pense également que c'est un acte politique parce que lorsqu'on fait la transitivité entre le moment de la revendication devant le ministère de l'Enseignement supérieur et le moment de la prise de décision, on est porté à croire qu'il s'agit effectivement d'un acte politique qui a été pris pratiquement au forceps. Mais il est véritablement le bienvenu parce qu'il s'impose un besoin d'avoir un personnel nouveau en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Il y a eu des nouvelles institutions universitaires qui ont été créées, je crois à Garoua et à Berthoua. Donc il y a un besoin de compétences afin de juguler ce besoin en termes d'enseignants à l'université. L'ENS à Berthoua et la faculté de médecine à Garoua. Voilà, effectivement. Maintenant, je souscris entièrement à l'assertion de Clarence qui dit que il ne faut pas que ce soit simplement un recrutement, il faut que ce soit un recrutement de qualité, un recrutement objectif, un recrutement participatif. On va parler tout à l'heure. Il n'y a pas davantage de grabuge, mais pour moi c'est une très très bonne initiative, même si du reste elle reste une initiative très très politique également. Ok, 1000 pour 2019, mais vous dites qu'ils sont près de 400. Ils sont docteurs, en réalité les docteurs au Cameroun. Oui, les docteurs eux-mêmes PhD, ils sont moins de 1000. Donc on parlait déjà dans
des chiffres de 400 PhD qui seraient prêts au Cameroun. Donc, il y a moins de 1000 qui sont actuellement des produits finis de l'école de l'université camerounaise. Bon, on compte associer à ceux-là la diaspora pour atteindre un chiffre assez conséquent. Et puis, il y a les doctorants finissants qui se sont ralliés aussi au mouvement. Et là, on parle de la demande interne pourrait couvrir le chiffre de 4000 à ce moment-là. Maintenant, s'il faut revenir sur ce recrutement, c'est le premier de cette ampleur pour ce qui est des enseignants du supérieur au Cameroun. C'est inédit. Depuis l'indépendance, c'est inédit. Il faut saluer cet acte. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Il faut saluer cet acte. Seulement maintenant, il va se poser une question fondamentale. C'est la question de la répartition de ces recrutements et de l'harmonisation de ces recrutements avec la politique de professionnalisation qui a été impulsée depuis 2008 par le gouvernement en place. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre ces recrutements et le plan éducatif, le programme politique d'éducation qui a été prôné par le président de la République. Bon, à notre niveau, on peut aussi constater que dans la demande, entre l'offre réelle d'emploi qui est faite pour le secteur du supérieur et la demande dans le secteur actuel, il y a vraiment un gap énorme parce que quand on va calculer, on est à 20% de la couverture de la demande réelle en personnel d'enseignants, qui est pour le supérieur. Aujourd'hui, une telle politique, pour qu'elle puisse effectivement, au fur et à mesure, combler l'écart, devrait se situer dans une approche annuelle, c'est-à-dire que partir sur cette année d'un recrutement de 2000 et l'année prochaine opérer un autre recrutement d'une autre ampleur aussi massive pour en fait venir combler les vides qui se sont accumulés. On est à 1000, 2019, 1000 d'abord. Oui, 1000, 500, 500, 2021, 500. Il faudrait y aller avec des recrutements massifs de la même ampleur sur l'ensemble des 5 années qui arrivent. Sinon, parce qu'on ne regarde que les 2000 qui arrivent, combien vont aller à la retraite? Combien de personnels sont allés à la retraite? Quand je prends les différents, pour ce qui est de notre département de sociologie, ça n'a fait que s'accroître en termes de nombre de départements dans le pays. Par contre, la croissance des enseignants, en recrutement des enseignants, n'a pas suivi la même cadence. Si bien que dans certaines universités du pays, on se retrouve avec une faible densité d'enseignants pour un ratio d'étudiants qui est considérable. Et en ce moment, il y a ce qu'on appelle la faiblesse d'encadrement. Est-ce que les encadrements sont consistants? Maintenant, ça laissera voir les produits finis qui sont les étudiants. Donc, il faudrait qu'une telle politique soit soutenue dans le temps pour que ça vienne vraiment pallier aux problèmes que nous remarquons dans l'enseignement supérieur. Oui, rapidement. Je pense qu'on ne peut pas étaler les recrutements spéciaux d'année en année. Oui. En dehors des recrutements spéciaux, il y a les recrutements normaux qui sont effectués dans le cadre du ministère de l'enseignement supérieur. Donc je crois que si on va sur la base des recrutements spéciaux, on ne serait pas sérieux. C'est pourquoi vous dites que c'est politique, celui-ci? Oui, c'est politique. C'est politique parce que ça répond d'abord à une préoccupation politique. Et lorsque je calculais tout à l'heure le temps entre la manifestation qui a été observée devant le ministère de l'enseignement supérieur et le délai de la signature de cette autorisation spéciale, c'est un recrutement politique. Mais il vient quand même résoudre un réel problème qui existait depuis. On ne peut pas aller d'autorisation spéciale en autorisation spéciale. Et je pense que je ne partage pas ce point de vue qui veut qu'on étale des recrutements massifs d'année en année. Sinon, la République serait un peu désordonnée. Il y a des recrutements qui se passent dans le cadre normal d'un recrutement de la fonction publique. Oui. Et je ne vais pas révéler ici un secret. Au sein de la fonction publique, on recrute
des enseignants supérieurs. Alors si on va de recrutement spéciaux en recrutement spéciaux, je crois que ça ferait un peu de désordre au sein de notre fonction publique. La question est certainement ailleurs. Peut-être que ces recrutements-là ne comblent pas effectivement le gap qui se pose en ce moment. Je pense que c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire que si on va dans l'exécution des recrutements dits normaux, ça ne répond pas aux préoccupations qui se posent en ce moment. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il a évoqué cela. Ok. Clarence a parlé de beaucoup, ils sont nombreux dans la diaspora, mais ne peuvent pas revenir. Je vais vous prendre le cas de 2011. Beaucoup sont revenus, ont cru en cette opération, mais ont vite déchanté par rapport à ce qu'on leur proposait comme salaire. J'ai pu avoir la grille, c'était entre 36 000 et 123 000. Donc beaucoup de ceux de la diaspora ont dû rentrer, disent que non, je préfère aller rester là-bas que de venir travailler pour, disons, 123 000. Vous savez, la première chose... Est-ce que le problème ne va pas revenir sur la table pour cette vague-ci? Pour moi, la première chose, c'est que lorsqu'on choisit de servir l'État, on se pose en serviteur de l'État. On ne regarde pas le salaire, M. Teguem? Le président de la République l'a dit, la fonction publique doit être considérée soit comme un sacerdoce, soit une sorte de vocation. Si l'on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ce n'est pas la fonction publique qui est la meilleure voie. Lorsqu'on vient servir son pays, on vient servir l'État. Et lorsqu'on sert l'État, on travaille pour son pays. On est fier de servir son pays. Maintenant, dire que les salaires ne sont pas à la hauteur des attentes, je n'ai pas exactement la grille. C'est de la diaspora, hein? C'est eux qui beaucoup sont rentrés parce qu'ils trouvaient que c'était préféraient rentrer faire des jobs. Mais vous voyez qu'ils font le choix entre leur pays et leur job. Parce que effectivement, rentrer travailler au Cameroun, je le dis d'expérience, c'est pas évident. Oui. Lorsque vous revenez, vous devez affronter beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous ai invité sur ce plateau, parce que vous avez été en France. Lorsque vous rentrez, vous devez affronter beaucoup de choses. L'adversité est permanente. Et vous devez déjà être très fort pour affronter l'adversité locale. Il y a des contraintes locales. Déjà, même là, votre environnement, même familial, n'est pas toujours évident. Oui. C'est vous qui devez vous distinguer, vous devez vous démarquer et vous dire, je suis rentré, je me fixe que 5 ans. Parce que moi, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas de leçon à donner, oui. Mais je sais une chose, c'est que dans la vie, lorsqu'on a un projet, on ne peut pas vouloir l'accomplir tout de suite. Lorsque vous rentrez, on vous dit qu'on vous donnera 123 000. Je ne sais pas si vos chiffres sont exacts, mais si c'est même 123 000, vous dites, bon, écoutez, je rentre, je vais servir l'État. 2011, hein, dans les 25 000, c'est pas... Enfin, les 25 000 ne concernaient pas les enseignants du supérieur, parce qu'il y a un enseignant supérieur sur le plateau. Je pense que c'est difficile de dire quand même qu'on paie un enseignant supérieur à 123 000. Non, c'est pas ça. J'ai bien dit en 2000, dans les 25 000. Ils sont partis de la diaspora, ils sont remontés parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Mais justement, on ne peut pas vivre au Cameroun et travailler, et on ne peut pas, si vous voulez, travailler au Cameroun et vivre en France. Ou alors on ne peut pas travailler au Cameroun et attendre un salaire de la France, ou de l'Allemagne, ou des États-Unis. On choisit, nous sommes un pays en développement. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes un pays en voie d'émergence. Nous nous construisons. Eux, ils ont construit jusqu'à un certain niveau. Nous avons encore les minima que nous devons assurer. Et il y a une kyrielle de problèmes que nous devons régler. J'évoque entre autres la crise anglophone. La crise anglophone a révélé, peut-être les gens regardent ça avec beaucoup de légèreté, que nous n'étions même pas d'accord sur le pays. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il est question. C'est-à-dire qu'au Cameroun, nous avons encore des problèmes de l'existence même du Cameroun, puisque c'est le Cameroun qui fait problème. Oui. Les gens disent non, on ne veut plus faire partie de ce pays. C'est de cela qu'il est question. Mais si déjà nous ne sommes pas d'accord sur des basiques, et les gens veulent venir servir l'État et que l'État leur donne, les paye grassement, moi je pense que bon, ils commencent par se tromper. Si on est la diaspora, on vient au Cameroun, on oublie la diaspora. On commence par s'installer là où tout le monde commence. C'est-à-dire, on commence une vie à zéro et on se dit, sur le temps, je veux m'insérer dans mon pays. Je préfère servir l'État. Et quand on vient servir l'État, on n'attend pas de gagner des milliards. Ça, c'est certain. Oui, Clarence, tu parlais de travail, il faut qu'il soit décent. À peu près, oui, décent. C'est pas qu'il faut qu'il soit à peu près décent. Maître Teguem dit non, quand on vient travailler pour son pays, on doit oublier ce qu'on gagnait de l'autre côté. Je ne sais pas ce que Maître Teguem gagne de toutes les façons, mais je pense qu'il ne vit pas sous le seuil de 123 000. Donc, il est difficile pour lui de connaître les réalités de ceux qui vivent sous le seuil de 123 000. Je ne vais pas parler des enseignants, mais je vais parler d'un sujet sur lequel j'ai presque travaillé. Je vais parler de ces jeunes médecins qui sortent de l'école et qui attendent l'intégration. J'ai les révélations de ces jeunes-là qui me disent c'est à peine si on peut avoir 50 000 francs, je suis docteur. Quand je vais dans un hôpital, on m'appelle docteur.
Vous imaginez, on vous appelle docteur, je veux dire dans l'environnement ou dans l'imaginaire collectif, docteur, c'est pas n'importe qui. Et donc on vous appelle docteur et c'est à peine si vous pouvez avoir 50 000 francs à la fin du mois. Non, soyons un peu plus sérieux. L'emploi décent, c'est pas nous sur ce plateau qui créons l'expression. D'ailleurs, le MINJEC nous apprend qu'il y a 8 millions de Camerounais, ce sont les chiffres, ce sont les données du MINJEC, il y a 8 millions de jeunes Camerounais qui attendent d'obtenir un emploi décent. C'est bien précisé, décent. Maintenant, je veux dire, si c'est une question de sémantique, peut-être posons-nous la question de savoir ce qu'on met dans la décence. Je pense que la décence, effectivement, c'est, comme il l'a dit, les minima, mais peut-être pour lui, les minima ne répondent pas aux mêmes préoccupations des minima des autres. Et donc, je pense qu'il serait difficile pour lui de comprendre ces difficultés-là. Et donc, je suis pas absolument d'accord avec lui. Absolument pas d'accord. José, mais voilà un véritable problème. Je dis pour éviter qu'on retombe dans les travers de 2011, il faut que le salaire soit, on va le dire comme ça, qu'il soit bon. Pour que nos frères de la diaspora intègrent ce mouvement, ce recrutement. En 2016, le président de la République a lancé ce qu'il a baptisé un programme triennal spécial en faveur de la jeunesse. Je crois que lors de la première phase, qui a été lancée en 2017, en février 2017, il y a eu plusieurs dossiers qui ont été retenus. 5 000, plus de 500 000 sur le plan national, mais plus de 1 000 sur le plan international, c'est-à-dire la diaspora du Cameroun. Mais là, il s'agit d'une initiative privée, c'est-à-dire encourager les jeunes à venir investir dans l'entreprise privée. Dans le cadre de ce recrutement des docteurs PhD, il s'agit de la fonction publique. Et je crois que l'État ici va quelque peu se mordre les doigts parce que, d'abord, celui de la diaspora qui voudra bien répondre à un recrutement patriotique, comme veut nous le faire penser il va d'abord s'interroger, oui, le recrutement patriotique, parce qu'il a dit que qu'on soit du Cameroun, du territoire ou alors de l'extérieur, il faut qu'on vienne d'abord travailler pour son pays et oublier la question du salaire. Mais je crois que lorsqu'on travaille dans de très bonnes conditions techniques, de très bonnes conditions salariales à l'étranger, même si on a ce type de recrutement, on va réfléchir par plusieurs fois avant de revenir au Cameroun pour travailler dans les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui vécues par ceux qui travaillent déjà dans ce même domaine. Donc, l'environnement d'abord n'est pas très attractif, l'environnement technique n'est pas très attractif, mais l'environnement salarial aussi est à questionner. Donc, je pense que l'initiative, si elle est bonne, il y a quelques pièges qui la sous-tendent, non seulement en ce qui concerne l'attractivité sur la diaspora qui devrait revenir au Cameroun, mais également sur la qualité du recrutement en question. Et je crois que peut-être on abordera cette question tout à l'heure. Ok, Jonathan, sur cette question des salaires. Bon, sur la question des salaires... Est-ce qu'on va faire 2 poids 2 mesures? Non, on ne devrait même pas. C'est un mauvais signal. Sur la diaspora et pour essayer de maintenir. Ce serait donc de dire qu'un PhD du Cameroun et un PhD voilà. Non, donc forcément, il faut voir cette question du salaire. La question de la revalorisation du salaire de l'enseignant est une autre question dont il faut débattre en son temps sur l'ensemble du personnel universitaire, personnel enseignant, mais il y a aussi le personnel d'appui qui existe dans les universités. Ces personnes sont recrutées, quels sont les salaires? Vous avez des gens, je vais vous prendre un cas, vous avez des gens qui travaillent dans des cellules informatiques. La cellule informatique, c'est le cœur du système universitaire en termes de la production des notes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Serge Alain, vous devenez étudiant, après les enseignements que vous dispense un enseignant, il vous fait un CC, c'est-à-dire un examen, et il envoie sa note à la cellule informatique. Quel est le salaire de celui qui a la responsabilité de valider ou bien d'introduire les notes dans le circuit informatique, et ces notes qui seront prises en compte pour en fait juger de la qualité ou apprécier de la qualité de l'étudiant. Il est clair que si un tel individu a un salaire qui n'est pas motivant, eh bien je ne vais pas parler d'un phénomène que nous savons tous qui existe dans les universités, c'est-à-dire qu'on aura un personnel qui est fragile du point de vue de son intégrité, qui est fragilisé. Maintenant, je veux revenir sur la question des PhD de la diaspora qui reviendront.
il y a une part de vérité dans ce que Maître Teguem a dit. Venir travailler pour son pays relève d'une part de patriotisme. Et cette part de patriotisme veut dire quoi? Je vais vous prendre un autre exemple, c'est Jalin. J'ai discuté avec un philosophe américain qui est venu ici après l'élection de Barack Obama à la tête des États-Unis. Et ce philosophe américain, qui était à l'époque le meilleur commentateur de la Constitution américaine, me dit dans un sourire narquois, Jonathan, si on propose à un étudiant camerounais une bourse pour Paris et on lui propose de lui payer ses études au Cameroun, qu'est-ce qu'il va préférer? Je lui dis une bourse pour Paris. Il dit, c'est ce qui est drôle avec vous. Vous êtes dans les pays dits pauvres, mais vous êtes prêt à vous exiler pour des raisons économiques. Or, c'est vous qui allez faire ce Cameroun. C'est les enseignants du supérieur qui ont la lourde tâche de penser cette politique de professionnalisation. Allez sur les campus. Les PhD qui ont été formés ici, ils ont été formés sur les standards qui sont parfois les standards du Cameroun. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, ceux qui viennent de l'étranger, ils ont été exposés à un autre type de standard. C'est quand ils reviendront qu'ils vont partager de manière diffusionniste les savoirs dont ils ont été imprégnés de l'autre côté. Et ça, c'est le cas chinois. C'est ce qui a fait relever le niveau d'enseignement en Chine. Ce n'est pas la question salariale qui doit se poser maintenant. S'il y a des enseignants du supérieur qui nous regardent, qui sont de la diaspora, la question qu'ils devraient se poser, c'est comment les changements que je demande pour mon pays, je peux les apporter avec cette opportunité qui m'est offerte. Revenir au Cameroun, partager les savoirs. On a une faculté de génie civil. On a une faculté de génie industriel. On a une faculté de médecine. On a plusieurs facultés de médecine. Quand je dis une, je parle de l'université de Douala, où je suis d'ailleurs. On a la faculté, on a des facultés où on enseigne les sciences technologiques. On a l'IUT. Alors, toutes ces institutions demandent des enseignants chevronnés. On a même la faculté de sciences. Nous avons du personnel qualifié à l'extérieur qui est capable de revenir pour diffuser cette connaissance. Est-ce qu'ils devraient rester là-bas pour la bonne raison qu'ils ont de bons salaires? Pour moi, si quelqu'un le dit, il dit oui. Il n'est pas différent d'un ministre qui détourne de l'argent pour son simple plaisir. Je suis à peu près d'accord sur sa démonstration, mais simplement à la fin, peut-être pas à la fin, là, il chute mal. Non, on ne peut pas comparer. La réalité est celle-ci, c'est que lorsque l'on est de la diaspora et on veut venir servir son pays, il faut faire fi de toutes les autres considérations. Vous savez, notre continent est déjà un continent très difficile, le climat est massacrant. Il faut le dire, c'est des éléments qui amènent les gens à rester à l'étranger. Le climat chez nous est très rude. Ouais. Donc lorsque vous arrivez, il fait chaud. Et puis tout ça, quand quelqu'un a vécu en Occident, c'est un peu difficile pour lui. Et en plus, quand il arrive, il doit affronter la réalité locale, puisque les gens sur place vous attendent, soit avec des conteneurs de frigo, des conteneurs de vieux ordinateurs et tout ça. Et quand vous leur amenez pas ça, ils se disent, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Alors que vous leur amenez votre PhD, ils disent, qu'est-ce qu'on mange ça? C'est les réalités locales, il faut en tenir compte. Mais celui qui veut venir, parce qu'il faut éviter ces réalités locales, il faut plutôt encourager ceux qui veulent venir à revenir servir l'État, être fier de servir la République, être content d'apporter sa pierre à la construction de notre pays. C'est de notre pays, c'est pas un autre qui viendra le construire, c'est le nôtre. Les autres ne viendront pas le faire à notre place. Est-ce qu'il est normal que l'État camerounais aille chercher l'expertise à l'étranger alors que nous avons les experts camerounais qui travaillent dans les mêmes domaines à l'étranger? Ils pouvaient venir chez eux et travailler. Et dans le domaine de la recherche, par exemple, dans les pays européens, les Européens qui font la recherche chez eux, ils ne gagnent pas forcément mieux que si c'est aller au Canada, aux États-Unis, mais ils préfèrent rester servir leur pays. Et très souvent, les chercheurs là-bas, ils ne sont pas les plus fortunés, ils sont les moins bien payés. Lorsque vous êtes à l'université, ceux qui se plaignent le plus, c'est les enseignants. Et la plupart des enseignants à l'université, en Europe notamment, sont des partis de gauche. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour la répartition équitable des richesses, parce qu'ils estiment qu'ils travaillent beaucoup et les autres gagnent plus qu'eux. Mais si ici, chez nous, nous passons le temps à dire, voilà, au Cameroun, on paye mal. Il faut que les gens s'apprennent à rentrer, à endurer ces réalités, à vivre avec nous, parce que pour la plupart, avant d'être là-bas, ils étaient ici. Et pendant qu'ils étaient ici, ils vivaient dans des conditions très rudes. Le problème, c'est que, je ne vais pas reprendre ce que Sarkozy avait dit, parce que ce sera un peu fait insulter les gens, mais quand on veut rentrer, on ne regarde pas pour dire,
je suis très bien ici, je peux pas rentrer là-bas. Non, vous rentrez, vous recommencez une nouvelle vie, la vie de votre pays, vous le construisez. C'est de cela qu'il est question. Et c'est un acte patriotique, c'est le service de l'État. Et ce n'est pas autre chose que le sens de l'État. En réalité, c'est ce qu'il faut qu'ils développent dans leur tête là-bas. Et pour rentrer, un jour on ferme sa porte, on porte ses affaires, on rentre. Si vous commencez à dire pourquoi, vous portez vos bagages, vous fermez la porte, vous laissez les clés au concierge, vous rentrez chez vous. C'est comme ça qu'on rentre. Si vous ne le faites pas, c'est très difficile de rentrer. Clarence, vous semblez commencer à être d'accord avec M. Tegem? Je suis un peu dubitative sur certaines questions. Alors, on parlait tout à l'heure d'emploi décent. Moi, je reste dessus. Si un emploi doit être décent, il doit être décent. Il n'y a pas plusieurs manières que ce soit décent ou pas du tout. Maintenant, concernant le sens patriotique, absolument. Il existe plusieurs Camerounais qui auraient pu aller à l'étranger, y vivre, mais qui ont simplement choisi de rester servir le Cameroun. Maintenant, si c'est à cela que nous tous nous devons aspirer, c'est très bien. C'est même à encourager. Moi, j'appelle même tout le monde à revenir au Cameroun. Revenir au Cameroun suppose également qu'il y ait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une sorte de cadre qui va permettre que ceux qui reviennent ou ceux qui vivent au Cameroun, parce que c'est de cela qu'il s'agit, que ceux qui reviennent ou ceux qui vivent au Cameroun soient vraiment, travaillent dans des conditions qui leur permettent effectivement d'être productifs. C'est de cela qu'il s'agit. On ne parle pas d'autre chose. On ne demande pas aux gens de rester à l'étranger. Je ne dis pas ça. Moi, j'aurais pu partir. On m'a proposé plusieurs offres d'emploi à l'étranger. J'ai préféré rester au Cameroun. Simplement parce que je me dis, je n'ai rien à faire ailleurs. Maintenant, on parlait de conditions qui sont tout à fait hostiles. Ce n'est pas évident. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, pour la motivation des Camerounais qui sont restés au Cameroun et ceux qui vont arriver, il faudrait que le climat soit moins hostile et qu'on permette à tous les Camerounais de travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir, si vous avez une entreprise, déposer votre facture et recevoir au bout de 30 jours ce qu'on doit vous payer, etc., etc. Donc, ça concerne le secteur privé comme ça concerne également, je veux dire, même le secteur public où l'emploi doit être décent. Je ne dis pas autre chose que cela. Pardon, Serge Alain. Je voulais peut-être prendre deux exemples pour illustrer mon propos. Oui. Il faut savoir que les conditions décentes dont vous parlez là, c'est pas ça qui intéresse les gars à la diaspora. Ils ne veulent pas rentrer parce qu'ils estiment que le climat est rude, les conditions. Et pour certains même, le niveau pour lequel ils sont rémunérés n'est pas au même... Enfin, le degré n'est pas le même que celui des pays occidentaux. Je vais prendre deux exemples. J'avais deux amis quand on rentre qui avaient fait X à Paris, enfin, Polytech, dont ils étaient à Orsay, et un autre qui a fait Supélec. On rentre, ils vont y travailler à Mobile. Excusez-moi pour la publicité. Les gars touchaient 2 millions de francs. Un matin, moi, je reste à mon bureau, les gars, moi, je rentre. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ici, il n'y a pas de niveau. Ils sont partis, alors qu'ils touchaient 2 millions de CFA. Ils sont deux, je ne vais pas citer leur nom. Ils étaient à Orsay. Enfin, quand on était là-bas, ils étaient à Orsay, ils étaient à X, parce que Polytech, c'était X. Il y avait un qui avait fait Supélec et X. Et il y a l'autre qui avait fait seulement Supélec. J'étais avec les gars, ils étaient au campus de HEC. Vous arrivez au campus de HEC ou au campus de Supélec, vous trouvez 2-3 Camerounais avec les gens des nationalités étrangères. Parce que les Camerounais étaient les plus brillants. Mais après, ils refusent de rentrer. Vous ne pouvez rien faire. Ils rentrent, ils repartent. Donc c'est pour dire que si déjà il n'y a pas cette volonté patriotique, laissez-moi vous dire que le principe du salaire, en réalité, c'est un aspect périphérique. Josemé, on va attaquer un autre point essentiel. Les Camerounais sont un peu dubitatifs, toujours, on va le dire, nous sommes au Cameroun, la sélection. Est-ce que ça va se faire selon l'équité? Bien, d'abord, j'aimerais dire que, pour répondre un peu aux companistes précédents, que je ne crois pas, je suis fondamentalement contre la fuite des cerveaux. Je suis favorable à des compétences nationales qui restent sur leur territoire pour apporter leur pierre à l'édifice de la nation. Mais je ne crois pas du tout à l'emploi patriotique. Parce qu'il est tellement difficile d'imaginer quelqu'un qui a fait 5, 6, 7 ans sur les bancs et il va se perfectionner ou alors se spécialiser en Europe et
qu'on lui demande de revenir travailler dans un pays où il y a eu, je crois, 2 ou 3 rabattements de salaire avec une légère revalorisation de 5%, dans des conditions pas du tout bonnes, de revenir travailler avec un tel niveau de compétence au Cameroun. J'aime bien votre discours sur l'emploi patriotique, mais je pense qu'il faut réfléchir par plusieurs fois pour revenir dans ces conditions de travail. Maintenant, sur l'approche que vous venez d'évoquer, la sélection. Voilà, ça, il se posera effectivement un problème sur... Parce que Jonathan dit qu'ils sont 400 docteurs actuellement au Cameroun. Il se posera véritablement un problème sur la qualité de ce recrutement parce que, vous savez, la plupart des recrutements au Cameroun répondent à des considérations qui n'ont absolument rien à voir avec l'administration. Il y a toujours des conjectures assez particulières qui ne répondent pas aux règles orthodoxes des recrutements. Là, c'est vraiment un recrutement spécial. J'espère que la personne qui l'a initié aura un haut regard là-dessus, mais on connaît comment, à la façon camerounaise, ça se déroule. Quand il faut recruter, même si c'est le président de la République qui a donné des instructions, on sait comment ça se passe lorsqu'il faut opérer au recrutement. Mais également, il a évoqué la question de la répartition. Est-ce qu'il y aura une répartition assez équitable sur les 10 régions? Donc, ce sont des questions sur lesquelles, certainement, ceux qui ont initié ce recrutement reviendront, mais ils devront veiller à ce que ça se passe de la façon la plus apaisée, puisque c'est un recrutement spécial qui vient après qu'il y ait eu un mouvement d'humeur. Il faut donc qu'ils veillent à ce que ça se passe de la façon la plus apaisée pour qu'il n'y ait pas des iniquités, qu'il n'y ait pas des injustices et qu'on ne revienne pas à la case départ avec d'autres revendications. Jonathan, vous dites 400 au Cameroun et plus de 10 000 à l'étranger. Pour 1000 places. Si on reste rien qu'avec la question de est-ce qu'on doit être dubitatif. Quand je parle de il faut rester à le principe des recrutements massifs. C'est que justement ce que vous avez appelé les recrutements normaux. Oui. C'est eux qui obéissent à cette logique où on regarde le nom de celui qui est proposé, ça va passer par telle commission, qui arrive à telle commission avant que ça arrive au rectorat, pour du rectorat au ministère. Donc, il y a des regards et des regards qui procède à une sélection mécanique de... Or, ici, dans les recrutements massifs, ça passe pas dans le fichier de la fonction publique. C'est différent. Maintenant, vous candidatez via les canaux qui seront indiqués et ce personnel est d'abord recruté comme personnel, comme on avait recruté les 25 000. Maintenant, ils sont affectés aux différentes universités. Maintenant, il faut revenir un peu sur un point. Tout à l'heure, quand je parlais de rapport entre le ministre et l'enseignant du supérieur qui est porteur d'une compétence. Le rapport, je ne le fais pas au niveau du principe du délit. Les deux ne commettent pas un délit, ne se rapprochent pas dans le délit. Ça se rapproche dans la perception du pays. Le pays n'est pas un espace, en termes de patriotisme, le pays n'est pas un espace où on vient se servir. C'est un espace où on apporte un service. Quand le ministre prend de l'argent, quand certains ministres détournent les fonds, c'est parce qu'ils ont cette conscience qu'il faut se servir. Quand un intellectuel reste à Paris, comme vous avez pris l'exemple tout à l'heure, il dit qu'ici il n'y a pas de niveau. Lui s'en va là où il y a du niveau. Il bénéficie uniquement du niveau de Paris. Il pense qu'en restant à Paris, le niveau des Camerounais va miraculeusement se relever. Je prendrai encore mon cas. Par exemple, dans les enseignements d'épistémologie, j'ai reçu des formations qui étaient données par des enseignants qui venaient de Paris-Sorbonne. Aujourd'hui, ça a fait que mon niveau en épistémologie a considérablement augmenté. Je peux discuter de certaines questions. Ce que je n'aurais pas pu si j'étais resté avec simplement des enseignants qui ici ont une formation dans les standards du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Ils doivent avoir le courage de se dire, effectivement, dans notre pays, on n'ira pas forcément se servir, mais on ira servir. On va endurer tout ce qui va se passer là-bas, mais si ceux qui sont là-bas vivent, ça veut dire que nous aussi on peut survivre. Effectivement, ils reviennent. Maintenant, il y a une question qui se pose pour l'enseignant du supérieur, et ça c'est une question fondamentale. Et là, les cadres du ministère de l'enseignement supérieur, avec la fonction publique, puisque c'est tout un ensemble de politiques intersectorielles qui gouvernent la problématique des salaires, ils devraient s'asseoir pour faire un benchmark d'abord. Le benchmark sur la sous-région. Le Cameroun est le leader de cette sous-région, sur le plan politique. Maintenant, cela devrait avoir des répercussions même dans le traitement salarial de ce qui est considéré comme
liés dans l'enseignement, c'est-à-dire les enseignants du supérieur. On devrait faire un benchmark. Et à ce niveau-là, se dire, si on veut davantage attirer des enseignants de qualité sur nos campus, voilà à quoi est-ce qu'on va, à quoi est-ce que va ressembler le fichier de paie, le bulletin de paye d'un enseignant de tel grade. Et ainsi aller de grade en grade jusqu'à avoir l'un des meilleurs bulletins de paye de la sous-région. Voilà comment on peut discuter de cette question s'il faut rester objectif. Ok. Maître Tegem, on est d'accord que c'est le salaire qui va, va guider les choses. Hein. Je voulais quand même dire aux sociologues que j'ai en face de moi que vous n'êtes pas vous ne devez pas vous plaindre parce que vous avez un statut particulier comme les enseignants du supérieur. Ça veut dire que votre grille salariale n'est pas alignée sur celle des autres fonctionnaires. Ça c'est la vérité aussi, et ça il faut le dire. Mais ce que je voudrais observer, c'est, parlant toujours des gens de la diaspora, c'est que lorsqu'on a même des compétences, on n'a pas peur de rentrer dans son pays. Parce que lorsqu'on est compétent, à chaque fois on est consulté, hein, même à l'étranger. Les enseignants du supérieur, ils sont consultés dans des grands pays. D'ailleurs, ils reçoivent des billets d'avion tout le temps. Ils vont dispenser des enseignements, ils reviennent. J'en ai connu. D'ailleurs, même les deux amis dont je parle qui étaient à Mobile, ce qui les dérangeait, c'est qu'ils étaient dans le secteur privé. Ils ne pouvaient pas partir, faire certaines consultations et revenir. Parce qu'à chaque fois, ils recevaient des trucs, ils pouvaient partir, mais ils étaient embêtés. Parce que comme ils étaient dans le secteur privé, on avait besoin d'eux à Douala. Ils pouvaient être opérationnels à tout moment. Je leur avais même dit à l'époque, les deux, que non, allez plutôt d'abord vers la fonction privée. Ils disent, mais toi tu es fou, moi il m'avait touché combien là-bas. Donc ils trouvaient que moi j'étais. Il leur dit que non, vous êtes venu servir le pays, ils me disent que toi tu es fou. Quoi. Moi j'ai fréquenté, toi tu as vu à X là-bas marcher. Parce que déjà à X, le gars touchait, quand j'ai dit étudiant, on était ensemble, le gars touchait déjà 2 millions, hein, en CFA. Étant étudiant, parce qu'ils dispensaient les cours de maths aux enfants qui préparaient, qui étaient dans les écoles prépa, et ils gagnaient déjà de l'argent, ils avaient des voitures, à l'époque, des frigos et tout ça. Donc, quand vous leur dites de venir travailler au Cameroun pour gagner, ils vous disent que non, mais je leur dis, mais on est mis au service de l'État. Ici, c'est le service de l'État, excusez-moi, je suis vraiment désolé, la fonction publique, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. Si on regarde l'argent, vraiment, la fonction publique n'est pas la meilleure voie. Quand on lance un recrutement spécial, il faut venir servir son pays. C'est dire qu'il faut accompagner ce pays qui a des problèmes. Nous sommes un pays en construction, nous avons énormément de problèmes. Et il faut des gens d'un certain niveau pour relever le niveau du pays. Effectivement. Parce que c'est ça le problème que le Cameroun a. C'est que quand vous discutez, généralement, les gens sont sur des problèmes périphériques. On s'occupe plus des choses qui sont sans grands enjeux. Les vrais problèmes sont là, on ne les pose pas. C'est pourquoi, moi, quand on dit que j'ai choisi le président Biya, c'est que je note que le monsieur, à chaque fois, il évoque sur le service public. Lorsqu'il sort du vote à la présidentielle, on lui demande, il dit, ah, c'est le service public, un de plus. Comme pour dire que je sais toujours l'État, il le rappelle sans arrêt. Mais les gens n'entendent pas alors qu'il le dit tous les jours. C'est le service public, je sais l'État. Si on a lancé le vote, si les gens sont en train de voter, c'est parce qu'il y a un serviteur de l'État. Il le rappelle sans arrêt. Et quand il le dit, il parlerait toujours aussi à une grande simplicité. Et les gens n'écoutent pas cet aspect du discours. On va plutôt écouter les choses qui... Il faut entendre ce que nous devons entendre pour avancer. C'est de cela qu'il est question. Oui, Clarence. Oui, heureusement que Maître Tegem a dit une chose et son contraire, parce que avant que on ne passe la parole tout à l'heure à Jonathan, il disait autre chose concernant ces deux amis-là qui ont préféré repartir. Effectivement, je pense que chacun de nous a une connaissance proche ou lointaine qui aujourd'hui fait des prestations, des consultations à l'étranger. Et c'est pour dire qu'effectivement, si vous avez cette compétence-là, ce n'est pas juste une question d'argent. Maintenant, il y a la question du maillage autour. Je reviens et j'insiste dessus. Pourquoi Serge Espoir Matomba a dit quelque chose de très intéressant il n'y a pas longtemps. Lors de la campagne, il prenait un exemple concret que nous connaissons tous. Et il disait, le nombre de jeunes Camerounais que chaque famille envoie à l'étranger, si on évalue, on est à combien aujourd'hui? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand on évalue, on est à plusieurs milliards. Ça veut dire que c'est un investissement que les Camerounais font ailleurs. Or, ce sont des fonds qui auraient pu rester au Cameroun et permettre justement l'amélioration des conditions, non seulement des enseignants, mais également les conditions du système d'éducation. C'est de cela qu'il s'agit. Si on se dit qu'aujourd'hui il y a, je dis n'importe quoi parce que je n'ai pas les chiffres exacts, si on a 1000 enfants qui sortent du Cameroun pour aller étudier à l'étranger,
le minimum que chaque parent dépense pour son enfant qui va à l'étranger, dans cette université où il va, chaque année, 5 millions. Est de combien? 5 millions minimum. Minimum. Et venir gagner 100 000 ou 150 000 francs, franchement. Voilà. Donc, on est dans les 5 millions que chaque parent investit pour un enfant. Oui. Si on a 1000 enfants qui sortent du Cameroun par an, qui sortent du Cameroun par an, fois 5 millions, ça nous fait combien? En fait, c'est dans ces termes-là que l'État doit réfléchir pour pouvoir implémenter ce qu'il y a à faire pour que le cadre de l'enseignement soit amélioré. Parce que si ces enfants sont au Cameroun et que les parents n'ont pas besoin d'investir 5 millions, mais investir autre chose, mais dans un cadre qui est compétitif, les autres pays de la sous-région enverraient leurs enfants dans ce cadre compétitif et donc on aurait un soubassement financier qui pourrait permettre l'amélioration du cadre de l'éducation. Ok. Jean Sémé, on est d'accord que c'est le salaire qui peut décourager certains. Oui, je l'ai dit. Ce qui sera proposé. Oui, je l'ai dit et je l'ai redit. Je suis déjà personnellement très excité de voir combien de Camerounais de la diaspora vont répondre positivement à cet appel à recrutement. Ils sont certainement très heureux. C'est ceux qui ont le doctorat en PhD, qui sont restés sur le territoire, très heureux d'apprendre qu'il y aura un recrutement spécial. Mais on aimerait bien voir la proportion des Camerounais de l'étranger qui répondront. Combien vont répondre à cet appel. Voilà, ne faisons pas comme si les Camerounais qui sont à la diaspora ne reviennent pas souvent au Cameroun. Ils reviennent bien évidemment faire valoir leurs compétences au Cameroun, mais pas dans la fonction publique. Ils viennent en tant qu'initiateurs privés. Donc on fait comme si les Camerounais qui sortent du territoire camerounais, ils vont et ils restent, ils ne pensent pas à leur pays. Non, il y en a qui reviennent, mais ils viennent avec leurs propres moyens pour faire valoir leurs compétences au service toujours du Cameroun et des Camerounais. Donc la question salariale est fondamentale parce que d'abord c'est l'État qui est au départ et à la fin du processus. Il a lancé cette initiative et je crois que avant de la lancer, il aurait pourquoi pas d'abord repenser le cadre du recrutement qui concerne le cadre technique, mais également le cadre salarial. Voilà. Malheureusement, on a pris une initiative politique qui ne répond pas aux besoins techniques qui devraient accompagner ce type de décision. Oui, rapidement. J'ai une question sur le doigt posée à M. Tiguet. Ok, il y a un point même très important de cette question qui est lié qui est relative même à la question de la rémunération du chercheur. Parce qu'en fait, les PhD qui viennent sont des chercheurs. Ils seront des enseignants-chercheurs. C'est le statut qui leur sera accordé. Alors, en tant qu'enseignants-chercheurs, ils ont deux fonctions. L'une, c'est d'enseignement et l'autre, c'est de recherche. Maintenant, j'ai discuté avec un enseignant de la faculté des sciences de l'université de Douala lors d'un voyage. Il allait à l'ambassade des États-Unis pour une interview. Pourquoi? Parce qu'il mène les recherches sur un principe qui permettrait au plan de mieux se défendre contre les insecticides et contre les insectes sans utiliser d'insecticides. Et c'est un processus de modification génétique. Ce chercheur à l'université de Douala, il a fait ses études en Allemagne, il est revenu au Cameroun, il a été recruté et il enseigne à l'université. Voilà un cas de chercheur. Maintenant, quel est le problème? Son problème est au niveau du financement de ses recherches. Encore à ce niveau, au Cameroun, tout est en friche. La structure de financement de la recherche obéit à deux principes phares. L'un, c'est les financements publics, l'autre, c'est les financements privés. Au Cameroun, vous avez pour 80% les financements publics à travers l'IRAD et un ensemble d'instituts. Maintenant, vous avez 20% qui est mené par essentiellement quelques acteurs qui sont des acteurs tout à fait résiduels. Vous avez le centre Chantal Biya et puis vous avez le centre Pasteur. Voilà des instituts qui font de la recherche dans le privé, qui financent la recherche dans le privé, mais ce n'est pas encore capable d'employer ces chercheurs qui viennent en sciences sociales. Est-ce qu'il y a des instituts qui recrutent des chercheurs en sciences sociales? Voilà les questions auxquelles nous attendons que nos frères de la diaspora nous aident à apporter des solutions. Tant qu'ils vont rester en Europe, jouir des avantages, par exemple ceux qui vont travailler à l'Institut des hautes études de sciences sociales, à l'ES. Cet institut a été créé par Pierre Bourdieu et son équipe de chercheurs. Vous allez travailler au MOS. Le MOS a été constitué par les chercheurs qui ont suivi Marcel Mauss. Vous allez travailler au CNRS. Qui sont les chercheurs qui ont monté le CNRS? Ce n'est pas l'État français, c'est les chercheurs qui l'ont fait. Vous restez, vous paraissez, vous restez là-bas, vous jouissez de leurs conditions, et après vous dites votre pays est en train de tomber. Et pourtant, vous êtes porteur des mêmes compétences que ceux pour qui vous travaillez.
Je vais dire une chose, c'est que dans le Cameroun à l'ancienne, il y avait le Carfop qui a tient là. Oui. En réalité, il avait des grands chercheurs, les feux malheureusement aujourd'hui décédés, le feu Foucault Atanas et le feu, je crois qu'il s'appelle, je sais pas s'il s'appelait Atanas, il y avait le docteur Foucault qui était un grand chercheur avec les étudiants, ils ont fait des recherches, c'est pour ça que le Cameroun a accueilli le Carfop, le Centre africain pour la recherche et la formation phytosanitaire. Au Cameroun, il y a des chercheurs. Le feu Ayouk Takum, c'était un grand chercheur, c'était des gens dont la compétence n'était pas discutée. Le problème, c'est qu'à un moment, les gens sont décidés de ils veulent simplement avoir des salaires, de gagner leur vie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent voir le chercheur, ils veulent vivre au Cameroun, ils veulent voir les salaires français. Vous vous souvenez de la grève des enseignants-chercheurs de l'année dernière, quand même? Pardon? Vous vous souvenez des multiples grèves qu'il y a eu au sujet du non-financement des recherches? En fait, c'est juste une question d'encadrement. C'est-à-dire que les gens sont là, ils doivent rentrer. Je suis absolument d'accord. Oui. Il faut qu'ils rentrent. Parce que ce pays doit être construit par nous tous. Dans mon domaine en sociologie, j'aimerais que vous me pointiez un seul chercheur qui est entré en grève parce qu'il a sollicité des financements et il avait un mécanisme. Il y en a eu à l'université de Rouen, il y a eu des grèves à l'université. Il y a eu des grèves à l'université. Il y a eu des grèves pour rien. Ça, vous êtes en train de... Et parmi les points de revendication, il y avait le paiement des primes de recherche. J'aimerais rassurer mes copanélistes sur un fait. Je suis autant concerné par la question de l'enseignant-chercheur que vous. Seulement, j'aimerais préciser une chose. Et c'est une paresse intellectuelle qui s'installe au Cameroun. Une dépendance fatale vis-à-vis de l'État. Le chercheur est celui qui apporte quelque chose de nouveau pour sa société. Nous devons créer avec les chercheurs. Eux, ils ont cette expertise. La recherche des financements, ils ont cette expertise. Ils peuvent venir ici. La Fondation Rockefeller ouvre des financements dans certains domaines. Ces gens savent comment faire pour avoir ces financements. S'ils viennent ici, ils peuvent mettre sur pied les mécanismes pour qu'on ait ces financements. La Fondation Rockefeller est bien dans un pays dans un pays dans lequel on finance les recherches. Je veux dire, la Fondation est dans un pays dans lequel on finance les recherches de ce pays-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils financent pas. Je le sais, mais il y a d'autres mécanismes de financement locaux. Merci, Jonathan. On finance par actes de recherche. Merci. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Bonsoir, Sage Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans quelques instants. 2 ou 3 escales qui vont meubler ce 20h que vous allez présenter une fois de plus pour nous. Vous allez suivre ce soir les inquiétudes des syndicats des enseignants de l'enseignement supérieur au lendemain de l'annonce de ce recrutement spécial de 2000 enseignants titulaires d'un doctorat PhD. Le processus de recrutement, les critères de sélection demeurent encore flous jusqu'ici et les explications du gouvernement, c'est à suivre également ce soir. Nous parlerons de ce livre, ce fameux livre de sciences inscrit en classe de 5e. Le gouvernement, après la pression sociale, exige la suppression totale du chapitre réservé aux pratiques sexuelles déviantes. Comment en est-on arrivé là? Que va-t-il concrètement se passer dans les salles de classe de 5e des différents établissements scolaires au Cameroun? Élément de réponse ce soir. Et dans la page internationale du 20h, nous parlerons du climat social et politique au Gabon. Depuis quelques jours, l'opposition monte au créneau pour demander des clarifications sur les nouvelles de santé du président Ali Bongo et la présidence embarrassée a réagi. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après dans le débrief, toujours en compagnie. Retour sur le plateau Equinoxois, deuxième partie, le débrief toujours en compagnie de Clarence Yogo, Maître Georges Tegem, Jonathan Batengene et Georges Sémé. Vous avez vu les images du pont, on va le dire comme ça, du mini-échangeur. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, vous savez pourquoi je vous pose la question? Oui, vous avez sur ce plateau un résident de Bonabéry qui est très heureux de constater que depuis une semaine déjà, le trafic est fluide en provenance ou à destination de Bonabéry. Tout simplement parce qu'il y a eu une ouverture à la circulation au niveau de ce mini-échangeur qui est en construction, du tunnel qui laisse le passage à de nombreux véhicules parce que il y a le tunnel mais il y a également d'autres
voies latérales et complémentaires qui permettent à ceux qui vont à Bonabéry ou alors qui sortent de Bonabéry ou à ceux qui vont dans les régions anglophones ou alors dans la région de l'Ouest de circuler désormais de façon très fluide. J'avoue quand même qu'à une certaine époque, j'avais pensé déménager de Bonabéry pour la simple raison qu'on assistait à d'incroyables bouchons où vous pouviez passer 3 heures de temps juste pour un trajet qui ne prendait pas en réalité une dizaine de minutes. Mais depuis l'ouverture à la circulation de ce mini-échangeur, on est très content de faire moins de 10 minutes lorsque il faut aller au Bonabéry ou le rond-point d'arrivée. Donc je crois que c'est une œuvre à saluer qui entre certainement dans l'escarcelle des grands chantiers que le président de la République avait annoncé. Et vous savez que ce n'était pas gagné avec la construction du second pont sur le Vouly, parce que lorsque ce projet était initié, il n'y avait pas l'existence de ce marché complémentaire. Les ingénieurs s'est rendu compte qu'on allait avoir un pont du Vouly, mais la question même de l'embouteillage n'avait pas été résolue. C'est pour ça que les penseurs, ou alors il a fallu procéder à d'autres destructions du côté... Effectivement, les maîtres d'ouvrage ont pensé qu'il fallait créer un mini-échangeur dans un marché complémentaire pour essayer de juguler les dangers de l'embouteillage. Mais seulement si le trafic est aujourd'hui fluide, il se pose aujourd'hui d'autres problèmes, parce que depuis une semaine, on assiste à des circulations à des vitesses grand V, des vitesses à risque de la part des automobilistes, mais également de la part des mototaximens qui malheureusement ne respectent plus le code de la route, mais également au niveau du tunnel qui contribue aujourd'hui à desservir la circulation. Il y a une stagnation d'eau. Parce que quand il pleut, on observe quand même qu'il y a inondation au niveau du tunnel. Mais l'autre dernier point, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui une concentration de l'embouteillage au niveau du rond-point. Donc je crois que l'embouteillage s'est plutôt déplacé du pont vers le rond-point. Mais heureusement qu'il y a les services de police qui permettent que la fluidité soit présente, mais même si elle est ralentie. Et vous savez que les autorités sont en train de réfléchir à construire un échangeur au niveau du rond-point à travers un plan de secteur qui est également aujourd'hui en élaboration afin de rompre définitivement avec cette question d'embouteillage au niveau du rond-point. Mais je vous assure que ça fait un grand bien à tous les usagers de cette tronçon qui peuvent désormais circuler de façon très très rapide. Oui, ça c'est peut-être une des conséquences fâcheuses, on va le dire comme ça, des plans radioconcentriques où les rues convergent vers un point central, comme la poste centrale à Yaoundé. Maître Teguem, dites-moi, on a vu dans le reportage, et il a dit, Georges Sémé, vitesse, grand V, les automobilistes, et aussi, on l'a vu dans le reportage, l'incivisme qui a commencé à s'installer. Écoutez, les conducteurs d'engins à 2 roues qui roulent à contre-sens. Je préfère souvent m'arrêter sur le côté positif des choses, parce que j'aime voir les choses positivement, parce qu'on avance si on est positif. Et comme disait quelqu'un, les grandes joies comme les grandes peines sont souvent muettes. Ce pont sur le Vouly qui est achevé avec ce mini-échangeur est une grande réussite qu'il faut saluer. Maintenant, certainement, il y a des imperfections qu'on va corriger. Sur l'incivisme, bon, c'est une question d'éducation, de formation. Avec le temps, les masses vont s'habituer. Avec le temps, les motos qui font l'incivisme vont commencer à s'habituer. Il suffit simplement qu'il y ait le personnel dédié à cela. Et avec un peu de chance, je pense, un peu de volonté, on y arrivera. Je préfère voir les choses positivement. C'est déjà très bien qu'on puisse circuler aussi librement sur le pont. Ok. Clarence, c'est votre avis aussi que entre la partie, on va le dire comme ça, Ikori Town, Bonabéry, que les choses soient de plus en plus fluides? Pour moi qui vis à Bonamoussadi, j'aurais également souhaité bénéficier d'une route dont la traversée est devenue facile. Oui, effectivement. Mais il y a l'ère du génie militaire là, non? Oui, sur le plan théorique. Mais dans la pratique, je vous assure que ce n'est pas évident. Ce que je disais concernant Bonabéry, c'est que on se souvient des bouchons interminables qu'on était obligé d'affronter il y a quelque temps pour la traversée du pont. Je n'ai pas encore traversé, je n'ai pas encore eu la chance de traverser ce pont depuis qu'il est achevé, mais quand je suis les témoignages non seulement du reportage, mais également des habitants de Bonabéry, ça veut dire que c'est une bonne chose.
Par ailleurs, vous savez qu'il y a cette concentration qu'on évoquait, non seulement au rond-point, mais également à la sortie de Bonabéry. Oui, ça, c'est également le retour que j'ai des habitants de Bonabéry, parce que ce n'est pas très évident dans ce sens-là. Et je ne sais pas, il y a des oppositions d'idées pour certains qui estimaient que le pont aurait pu passer de Bonamatumbe pour Bonamoussadi, etc. Bref, et que ça aurait pu mieux juguler la situation. Donc oui, c'est une œuvre qui est à saluer pour les populations qui vivent de ce côté. Et nous espérons de notre côté à Bonamoussadi que bientôt également... On va lancer Bonamatumbe, Bonamoussadi, c'est le projet du troisième pont. C'est le projet du troisième pont. Oui, donc on espère que on va également bénéficier d'une route qui circule facilement. Il me souvient d'une anecdote, un monsieur qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps et qui vit à Ndokbong. Il est médecin à l'hôpital général. Il vient justement de la diaspora camerounaise à l'étranger. Et donc, il disait, quand je sors de chez moi le matin pour aller au travail, vraiment, j'ai l'impression que je suis en enfer parce que ce n'est pas évident de circuler. Et dans la conversation, il y a un monsieur qui vit ou qui vivait à Bonabéry. Le monsieur lui dit, et moi alors? Il dit, monsieur, vous êtes doublement en enfer. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'enfer, mais presque le paradis. J'en sais rien, peut-être. Peut-être l'enfer. C'est très beau, hein, c'est très beau. Voilà. Ça vaut le détour quand même. Ok. Jonathan, vous avez déjà fait un tour, vous aussi, de ce côté-là? Sur le pont, oui, mais depuis que c'est achevé. Pas le pont, lui, il est achevé depuis. On est au niveau du mini-échangeur. Voilà. C'est ça la nouveauté de ce côté. Ces derniers jours, pas encore. Ces derniers jours, pas encore. Et vous avez quand même pu voir le reportage? J'ai vu, c'est beau. C'est vraiment beau à voir. Félicitations à tous les ingénieurs, tous ceux qui ont pensé le projet, au gouvernement. C'est beau à voir. Maintenant, il y a une question qui est sous-jacente. L'embouteillage s'est déporté du côté de rond-point d'Edo. L'embouteillage s'est déporté du côté de la sortie ouest de Douala. Alors, si vous regardez, parce que moi, j'aime bien qu'on interroge les politiques publiques à partir de leur référentiel. Le référentiel, dans le cas d'espèce, c'est le document Horizon 2035 et son sous-jacent, c'est-à-dire sa base, c'était le DSE. Il était question d'avoir des infrastructures routières à la hauteur d'un pays émergent à 2035. Est-ce que cet échangeur du pont fait à lui seul l'infrastructure routière qu'on voulait pour Douala dans sa partie ouest, qui desservirait alors les départements du Mongo et puis plus loin le sud-ouest et la région de l'ouest? C'est la question qui reste à se poser encore. Parce que si à la sortie il y a encore un souci, ça veut dire que la densification des échanges et le rôle même moteur de la route dans l'économie n'a pas été prise en compte. Et je vais ramener le problème au deuxième élément. Dans l'amélioration de Douala, du cadre de vie à Douala, il me souvient que le délégué à la communauté urbaine de Douala est sorti par le passé pour nous dire qu'il y aurait des grands chantiers concernant l'aménagement de la sortie est et la sortie ouest de Douala. On a commencé avec la sortie est. Bon, quand vous arrivez à Yassa, certainement c'est plus facile d'entrer à Douala. Je ne veux pas dire que le couloir qui mène à village est assez étroit. Quand vous venez de l'ouest et que vous entrez à Douala, certainement c'est ces échangeurs qui vous permettent d'aller plus vite. Mais il faut qu'on quitte du clinquant, du frappant. C'est vrai qu'actuellement on peut aussi se targuer d'avoir un certain type d'infrastructure routière qui répondent aux normes internationales, mais il faut vraiment que les projets s'inscrivent dans le plan d'émergence économique du pays. Pas faire pour dire après, nous aussi on a cette infrastructure. Oui, très rapidement, je vais peut-être apporter quelques réponses à vos inquiétudes. Vous savez, l'arrondissement de Douala 4e bénéficie de deux projets. Le projet Pénétrante Ouest
et le projet du second pont sur le Vouri. Aujourd'hui, je crois que le projet Pénétrant Ouest est exécuté à près de 90% et il permet bien évidemment de fluidifier la circulation en direction des régions du nord-ouest et de l'ouest. Il y a ce fameux projet dont nous évoquions tout à l'heure, celui du marché complémentaire du second pont sur le Vouri. À côté de ces deux projets, il y a un troisième projet qui est à l'étude. On l'a intitulé les plans de secteur. Les plans de secteur qui rentrent dans un vaste programme de la ville de Douala qui est baptisé le plan directeur d'urbanisme pour recartographier un tout petit peu le vieux plan d'Orient de la ville de Douala qui date quand même de 1959. Il y a donc un nouveau plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala qui est mise en œuvre depuis 2015. Et ce plan prévoit effectivement des plans de secteur. Et parmi ces plans de secteur, il y a un plan de secteur Ndokoti parce qu'il y aura un vaste échangeur du côté de Ndokoti. Il y a un plan de secteur rond-point d'Aïdo où il y aura en plus du mini-échangeur un plus grand échangeur. Mais il y a également un plan de secteur Bonasama qui viendra certainement répondre aux préoccupations des Clarence tout à l'heure qui disait qu'il y a un goulot de fluidité au niveau de Bonasama et au niveau du rond-point. Et tout à l'heure, quand je parlais des embouteillages au niveau du rond-point, ce ne sont pas des embouteillages stricto sensu, c'est un ralentissement de la fluidité. Oui. Parce que vous savez quand même qu'au niveau du rond-point, c'est une concordance entre 4 grands axes. Vous allez de ce côté à Bonanjor, Douala premier, Douala 5e et patati et patata. Mais il y a donc la police qui est chargée d'alterner la circulation entre ces 4 axes. Donc, ce qui fait que on a l'impression qu'il s'agit d'un embouteillage, mais il s'agit plutôt d'un ralentissement de la circulation. C'est extrêmement positif avec l'ouverture de la circulation de ces mini-échangeurs, mais sachant qu'il y a d'autres projets, les plans de secteur qui vont être mis en branle dans les prochains mois. Georges, vous gardez la parole. La conférence générale anglophone, Simon Monzo, menacé de mort. Comment comprendre ça? Bien écoutez, c'est possible qu'il soit menacé de mort parce que ce ne sera pas le premier acteur dans la résolution de la crise anglophone dont on veut attenter à la vie. Il y a des hommes politiques qui ont malheureusement été menacés, en l'occurrence M. Fundi et Simon Monzo, je pense que tomberait peut-être dans l'escarcelle de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait aujourd'hui la paix au sein des régions anglophones. Mais j'aimerais quand même faire cette précision en rapport avec la proximité de la tenue de cette conférence et le moment même de cette démission de sa part. Est-ce que il s'agit véritablement d'une menace sur sa vie ou alors il s'agit tout simplement des pressions qu'il aurait exercées à travers d'autres canaux? C'est à se demander sur l'opportunité de sa démission maintenant, pourquoi pas avant. Mais j'espère que ça ne va pas entacher la tenue de cette conférence générale anglophone parce que on en a bien besoin pour entamer un certain processus de pacification ou alors de résolution de la crise anglophone. Si ce n'est pas Simon Monzo, ce sera certainement une autre personne et j'espère que les tenants ou alors les initiateurs de cette initiative trouveront la personne intellectuelle idoine qui pourra remplacer Simon Monzo afin que se tienne effectivement cette conférence générale qui, rappelons-le, va déboucher sur certaines résolutions et qui seront certainement transmises au gouvernement afin qu'on aboutisse à un début de résolution de la crise anglophone. On a justement vu le cardinal Toumi dire qu'il va lui-même porter des résolutions au président Biya. Oui, c'est une initiative qui, comme toutes les autres, est bienvenue. La crise anglophone est l'une des plus graves que notre pays traverse. Elle est regrettable. Aujourd'hui, un professeur comme le professeur Simon Monzo est contraint à la démission parce qu'il pense que sa vie est en danger. Je ne connais pas exactement les circonstances dans lesquelles il pense que sa vie est en danger, mais je sais une chose, c'est qu'il y a une minorité d'anglophones, parce qu'il faut bien le dire que c'est une minorité, la majorité souhaite bien rester au Cameroun, qui se sont fait qualifier d'ambazoniens, ou alors qui se prétendent ambazoniens, je ne sais pas à quel titre, et menacent les vies, menacent les hommes, menacent les biens, menacent tout un pays en empêchant carrément les gens de vivre dans la plus grande décence et dans des conditions qui jusque-là étaient acceptables. Simon Monzo en est une des victimes, je pense, c'est ce qu'il dit, en tout cas je ne sais pas dans quelles circonstances, il sait mieux que moi. Et le cardinal est dans sa posture de règlement du litige. C'est un homme d'église, l'État est laïque, c'est vrai, mais s'il veut prendre une initiative personnelle allant dans le sens de la résolution de cette crise, il aide le gouvernement dans la tâche hautement difficile qui est la sienne. Et nous pensons que si ça aboutit à quelque chose de positif, ce sera pour le plus grand bien de notre pays. Ok, Jonathan Batengene, Simon Monzo menacé, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la conférence qui est censée commencer la semaine prochaine le 20h? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est
que l'agenda est resté le même. Les donc, dates sont maintenues, oui. Et le cardinal Toumi n'a pas déchanté. Il a même d'ailleurs réaffirmé sa volonté d'aller à cette conférence. En fait, la lecture qu'on peut faire de cet événement, c'est que dans cette crise, il y a à la fois pour ceux qui sont les porteurs de la paix, une certaine posture qui est tout à fait raisonnable, cependant qui devrait davantage tenir compte du fait que dans un conflit, être neutre, c'est être complice de l'un des protagonistes. Ne pas prendre position, c'est prendre position dans un conflit. Oui. Parce que celui qui vous menace, il vous dit clairement que son ambition, c'est que ça n'ait pas lieu. Et si vous dites que je n'y vais pas, pour lui, c'est la preuve qu'il a les capacités d'infléchir son opinion dans la suite des échanges ou des débats. Donc, le professeur Simon Munzo, il a posé un acte que je comprends, il est humain. Maintenant, je suis plus partant pour soutenir le cardinal Toumi, qui a dit dans cette ambiance, j'irai au prix de ma vie. Et voilà le sacrifice ultime pour la paix. Parce que face à la guerre, il faut être radicalement aussi pour la paix. On ne peut pas être à moitié pour la paix face à ceux qui font la guerre. Vous savez encore, c'est Churchill qui disait qu'en fait, les gens de mal prospèrent, non pas parce qu'ils sont les plus forts, mais à cause du silence des hommes de bien. Ok, Clarence, Simon Mouzou a eu tort de reculer face aux menaces? Je pense que ce n'est pas une question à laquelle on dirait facilement oui ou non. Oui. Parce qu'on n'est pas dans sa situation. Voilà. Il me souvient que après une intervention sur le plateau d'Equinox Télévision, Serge Espoir Matomba a reçu un message justement signé par... enfin, c'était signé Amba Boys ou quelque chose comme ça, et qui disait, si tu ne prends pas position, notamment pour nous, tu vas être attaqué. C'est ce que le message disait. Et donc, dans cette situation-là, quand vous recevez ce type de message, tout de suite, vous vous interrogez. Parce que ce message arrive à la suite de son intervention dans laquelle il demandait la pacification, le dialogue inclusif, puisque c'est le PURS qui a notamment impulsé cela, le dialogue inclusif avec les acteurs qui devaient prendre part à ce dialogue inclusif, mais également les thèmes qui devaient être évoqués lors de ce dialogue-là. Donc, effectivement, dans ce type de circonstances, il est un peu difficile de se prononcer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est question, il est besoin aujourd'hui qu'il y ait dépôt des armes. Il est besoin qu'il y ait dépôt des armes et il est besoin que les différents protagonistes se parlent et qu'il y ait une pacification. Il me souvient que je suis allée à Boya il y a je ne sais plus combien de mois, ça fait peut-être 3 mois. Et il y avait donc une conférence à laquelle on a invité des femmes à s'exprimer sur la crise anglophone. Et donc ces femmes-là ont dit qu'elles souffrent dans leur chair parce que ce sont elles qui vivent cela au plus profond d'elles-mêmes. Oui. Elles voient leurs fils être tués, elles voient leurs enfants qui ne vont pas à l'école, elles voient leurs époux périr. Et donc, ce n'est pas très évident. Et c'est effectivement lors de cette conférence-là qu'il avait été demandé que les femmes fassent des sorties pour décrier ce qui se passe afin que leur voix soit écoutée. Parce qu'on sait qu'il y a eu regain de violence lorsque les Takubengs sont sortis et qu'aujourd'hui, si les mêmes femmes qui sont très écoutées, qui sont des femmes d'influence sortent, peut-être qu'il y aurait une sorte d'apaisement, tout au moins. Donc, je pense que, effectivement, comme on le dit sur ce plateau, il est important que le cardinal Christian Toumi et tous ceux qui vont prendre part à ces travaux-là le fassent afin que, effectivement, on l'espère, que la paix
tout au moins reviennent, même si ce sera de façon progressive. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que je vous dis merci. Merci madame, merci cher monsieur d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir, rediffusion. Rendez-vous déjà demain, 19h, rediffusion pour cette édition-ci, 23h GMT. Il sera une fois de plus, minuit, à Baham.